À la sortie d'un bloc nuageux, apparaît Haïti. À 30 000 pieds d'altitude, on distingue ces montagnes rasées de leurs arbres, de frêles maisons qui se détassent sur le flanc d'une colline. Port-au-Prince, un patchwork de bidonvilles, une activité humaine vibrante, un port de commerce sans bateau, comme si le pays s'était recroquevillé sur lui-même. Haïti, la perle des Antilles, comme on l'appelait au temps de la colonie française, c'est le premier pays à se libérer de l'esclavage. Et depuis son indépendance, il a connu une succession impressionnante de drames, instabilité politique, crise alimentaire, catastrophes naturelles et violences. Mais le drame originel, c'est cette dette de 150 millions de francs or que la jeune République a dû payer à la France pour qu'elle reconnaisse son indépendance. 220 ans après, les Haïtiens portent un regard amer et accusateur sur cette vieille histoire. Ils y voient l'une des causes de la misère que le pays n'a jamais pu endiguer. Il pratique un art martial haïtien, le basilic patikola, qui existe depuis l'époque coloniale et qui est pratiqué surtout par les paysans. Lionel Trouillot. Allô, bois. Écrivain, poète, intellectuel engagé, une plume et une voix reconnues dans son pays et à l'étranger. C'est également un maître du bâton, un art martial typiquement haïtien. Et Esther Monpoint, mes meilleurs élèves au basilic patikola. Esther, comédienne, musicienne, est amenée, si elle en a l'énergie et la volonté, à faire de belles choses. Le bâton, j'en fais comme d'autres font le karaté, le judo ou la boxe. Le basilic patikola, c'est un art martial haïtien. Donc pour moi, la question ne se pose même pas. 1, 2, 3. Il est intéressant de noter que le Code noir, cette rationalisation du racisme dans la société coloniale, interdit aux esclaves de porter des armes offensives, je cite, ni le gros bâton. Les Blancs ne veulent pas que les nègres touchent au bâton. Il y a une peur bleue qui est documentée dans toutes les correspondances des Blancs. Protégez-nous du bâton. Je suis la fille d'un pays maltraité, mais un pays qui reste vivant. Haïti n'est ni une carte postale, ni un cauchemar. Je pense qu'il faut trouver son âme, celle qui s'est révélée pour conquérir la liberté en 1804, celle des Haïtiens qui survivent dans un pays continuellement meurtri par la misère, les malheurs et les catastrophes naturelles. Ce qui me rend fière de mon pays, c'est d'abord notre histoire. Évidemment, le dire là maintenant, c'est pas évident. Qu'on continue de se battre malgré tout. On a des problèmes. L'eau, par exemple, depuis quelques mois, je me sers de l'eau de pluie. J'ai pas l'électricité, depuis le début, j'ai des panneaux solaires. Ça, c'est mon espace de travail.
vivais en famille avant, puis on a eu le séisme, 2010. À Port-au-Prince, quasiment toutes les familles ont été touchées par le tremblement de terre qui a fait plus de 280 000 morts. Ceux qui ont survécu ont parfois quitté la capitale pour le nord du pays ou l'étranger. Celle d'Esther n'a pas été épargnée. Donc je me suis retrouvée seule. C'est révoltant, on n'est pas en sécurité. Même chez soi, on ne se sent pas en sécurité. Donc, si on n'est pas obligé de sortir, moi personnellement, si je ne suis pas obligée de sortir, je reste à la maison. Et même là encore, j'ai du mal à travailler. Je suis là, je travaille, je prends ma guitare, et dehors, on entend les coups de feu. Je suis surtout en colère. On a quand même des gens qui se disent responsables. On a un Premier ministre. On a l'impression qu'on est livré à nous-mêmes. Depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, l'insécurité s'est aggravée. Le pays est désormais gouverné par un Premier ministre dont la légitimité est contestée. Le gouvernement est impuissant et le vide permet aux criminels de gagner du terrain. Pour circuler dans Port-au-Prince, il est recommandé d'avoir une cartographie actualisée des gangs. Ils sont plus de 200 et contrôlent une grande partie de la ville. Ils rackettent, violent, kidnappent et assassinent. André est journaliste. Un guide averti pour se rendre au Champ de Mars, la place centrale de Port-au-Prince, située en zone rouge. Ici, le danger est permanent. Les gangs, ils occupent quelle partie de Port-au-Prince? Certains disent 100%. Ils ne sont pas à demeure à 100%, mais ils contrôlent pratiquement tous les quartiers de Port-au-Prince. Derrière les vitres teintées de sa voiture, André serpente d'une rue à l'autre avec prudence pour éviter de mauvaises rencontres. Là-bas, c'est le Bel Air. C'est l'entrée du Bel Air. C'est une zone de non-droit. On ne peut pas y aller. Parce que les gangs occupent pratiquement le Bel Air. Il y a actuellement une guerre des gangs au Bel Air. Il y a 2 gangs qui veulent s'approprier des territoires. C'est pourquoi tu as tous ces gravats ordures par ici. Pratiquement, nous sommes au front line, à la limite. Tu vois, au loin, pratiquement des heures. Je ne vais pas trop tarder, parce qu'on tire sur les véhicules aussi. Dans les hauteurs de Port-au-Prince, on aperçoit le quartier Carrefour-Feuille en flammes. Depuis plusieurs semaines, les bandes armées tentent de prendre le contrôle de ce quartier du sud de la capitale. Des dizaines de personnes ont été tuées. Les survivants ont fui et sont venus se réfugier ici, sur le Champ de Mars, sous la protection des statues de Toussaint Louverture et des autres héros de l'indépendance haïtienne. Cette place, symbole de liberté et d'affranchissement, s'est transformée en une vaste cour des miracles. Messi, ça c'est Neymar, ça c'est Cristiano, ça c'est Dessalines. Mais Dessalines, le général Dessalines, le père de la nation haïtienne, beaucoup se demandent ce qu'il ferait face à la détresse et à la colère de son peuple. Regardez bien pour eux. Là-haut, c'est la fumée. Près de 50 000 personnes sont dans la rue. Jusqu'à 10 jours, en dehors de ma maison, sans mes enfants, sans ma femme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense d'Haïti? C'est un territoire vide, c'est la saleté, la salubrité et la mort. Et nous gangouins, nous avons un côté pour nous joindre, pour nous manger. Nous avons un côté pour nous dormir. À cause du pays a tête en bas là, manque de sécurité. C'est nous-mêmes qui dirigeons le pays. Il faut que nous disions un mot pour nous. Les nerfs sont à vif lorsqu'on évoque la situation du pays. Pour qui ça? Le peuple haïtien est aux abois.
N'a pas couru pour pays, nous pas le côté pour aller. Est-ce que la dette de l'indépendance est la cause de cette situation? Je ne veux pas répondre sur cette question. Je ne suis pas en dette de l'indépendance. Je parle du pays, mais ça va passer actuellement là. Je ne suis pas en dette de l'indépendance. Eh bien, il y a des Aristide, je ne sais pas. Maintenant, moi-même, je connais pour qui ça dans le pays, je cours à droite, je cours à gauche, je suis côté pour aller. Esther ne craint pas de s'aventurer dans Cité Soleil, le plus grand et le plus dangereux des bidonvilles de Port-au-Prince. Elle a rendez-vous avec Sœur Paisy. Depuis près de 30 ans, cette religieuse œuvre pour les enfants les plus déshérités. Elle connaît parfaitement les règles du jeu. Béni Jésus, petit tout fait, Marie ou Saint, ou c'est maman bon Dieu, nous ce péché. Les types des gangs, comme ils remplacent un peu le gouvernement, donc on doit au moins les informer, les mettre au courant de voilà, j'ai une école à tel endroit. Et puis dans certains cas, ça s'arrête là. Dans d'autres cas, ils veulent avoir, ils estiment qu'ils ont un droit de taxer leurs impôts. Donc là, ça peut devenir un peu plus difficile. Même parfois, le chef sert de juge de paix. Quand il y a des conflits, des batailles, des disputes entre les gens, même dans des familles, parfois, ils ont recours au chef de gang pour juger. Ouais. On va voir les petits. Si elle a été blessée, elle s'est pris une balle dans le dos. Regarde. Elle a encore le pension. Et la balle est encore à l'intérieur. Et à l'intérieur, oui. Du corps. De l'enfant. Madame Dani, tiens-toi. C'est elle qui est responsable de la maison. Tous les jours, des femmes et des jeunes filles fuient leur quartier et frappent à la porte de Sœur Paisy. Donc ici, c'est la maison qui s'appelle Sainte Maria Goretti. On accueille des petites filles. Elles viennent toutes de Cité Soleil. Beaucoup sont orphelines, d'autres ont encore leurs parents. Elles ne se sentaient pas en sécurité dans le bidonville et donc elles ont demandé à venir ici. Les 3 dernières années, il y avait des conflits armés entre les gangs, donc il y avait beaucoup de tirs. On en a aussi qui ont été blessés par balle parmi les enfants qui sont là. Donc ça, c'est un des dangers. Mais c'est aussi pour les jeunes filles, un autre danger, c'est les membres des gangs qui souvent leur font des avances qu'elles n'ont pas vraiment le droit de refuser. Donc c'est pour ça qu'elles préfèrent s'éloigner du bidonville pour être plus au calme et pour aller à l'école et vivre leur vie plus tranquillement. Les femmes arrivent dans ce refuge en état de choc. Ici, elles peuvent se retrouver pour discuter, se préparer à manger, retrouver une ambiance familiale sereine et aussi la force de partager leur douloureuse histoire. Bien connu, am gen et maman ça, li kankou et gare il perd un fer dans tête li. Après ça, gen maman petite ça, il t'a vivre avec moi, t'a chercher la vie ban moi, yo tire. Yo tire, m'a jamwel. Li gon moi là, m'a jamwel. Même quoi, m'a jen m'enterrer. Ça fait me connaître une perdil. Mal dans tout l'hôpital, je n'ai. Mal dans la prison, je n'ai. Et boule, femme connaît boule. Et prend dans la rue, là, lui font un sac dans la tête, et boule. Et ça fait me penser m'bawel. Parce que moi, bon Dieu va quoi faire mes jours. Derrière les murs du foyer, on découvre un quartier insalubre, laissé à l'abandon. Jean Saint-Hilaire, une figure locale, connaît les chemins plus ou moins sécurisés au cœur du bidonville. C'est pas comme ça que nous devons vivre.
Ok, c'est pas comme ça monde vivre. Et vis-à-vis avec l'exploitation qui est faite depuis avant, qui existence moins, nous voulons parler des anciens et ancêtres nous jusqu'à date, l'exploitation est toujours mal faite, qui vendent que je dis là, si on a vivre, que l'État va avoir moyen suffisamment pour être capable de prendre la population en charge. Et si résultat ça, l'État haïtien a bat nous là, l'État en faveur nous aujourd'hui, complètement ça me tape gagné. Et si de ça l'État levé aujourd'hui, pour le temps et ça nèg yo bat nous comme Haïti, l'État peut faire coller le mourir encore. Dans ce quartier, l'école est une oasis qui éloigne les enfants des dangers de la rue. Pour Esther, c'est l'occasion de leur raconter une histoire que beaucoup ignorent. Alors les enfants, je vous présente Esther, qui sortit Port-au-Prince. Il pratique un sport qui est les bâtons. Il fait une démonstration. Ils fait ça depuis longtemps. Depuis longtemps, ils dit que les ancêtres nous, les nous étaient dans l'esclavage. Ils ont été enchaînés. Ils n'ont pas de gain. Les gens qui étaient mis en esclavage, ils ont des gain, mais eux-mêmes, ils n'ont pas de gain. Ils ont servi à tout ça aux jeunes. Bâton. Donc, bâton, c'est un bagage qui sortit loin dans l'histoire, nous, comme peuple, comme haïtiens. À partir de lundi, il y a un groupe qui va venir l'après-midi. L'après-midi aussi? Oui, parce qu'on n'a pas assez de salle. Ce sont des enfants qui n'étaient pas scolarisés à l'âge normal, et donc qui traînaient dans les rues pour la majorité. Donc on a créé ces centres déjà pour les protéger des dangers de la rue. Parce qu'un enfant en Haïti qui est scolarisé, il est déjà automatiquement un peu protégé. C'est un élève, donc il n'est pas potentiellement enrôlé par un gang si c'est un garçon. Alors que les garçons qui ne vont pas à l'école, qui traînent dans les rues, ils sont vraiment très en danger. L'État a des écoles. Ils n'ont pas la capacité d'accueillir tous les enfants qui n'ont pas les moyens financiers d'aller dans des écoles privées. Donc c'est pour ça qu'il y a des milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école, particulièrement dans le bidonville. Au gré des rencontres, le pays réel est toujours confronté au pays rêvé. Frise Alphonse Jean est l'ancien gouverneur de la Banque nationale d'Haïti. Il pose un diagnostic sans phare sur l'état de son pays. L'une des expériences les plus difficiles pour un pays, et pour nous en particulier en Haïti, c'est l'incapacité à construire un imaginaire collectif qui correspond à notre histoire. Et cet imaginaire collectif, je prends par exemple le fait que l'on kidnappe des gens en Haïti. Et pour moi, c'est le dernier pays de la Caraïbe où on aurait pu observer cette affaire. Parce que, comment on est né? On est né en disant que ici, c'est la terre de la liberté. Mais cet imaginaire collectif, c'est aussi une Haïti indépendante, une Haïti qui a pu se libérer des chaînes de l'esclavage. Au commencement était une colonie. Les Français se sont installés à Saint-Domingue, sur la partie occidentale de l'île au milieu du XVIIe siècle. Le potentiel en surface cultivable y est remarquable. Sous le climat tropical, les plantations prospèrent. Et c'est autour du café, du cacao et de la canne à sucre que se déploie le grand projet colonial français. Mais pour les esclaves, ils étaient plus de 500 000 pour 30 000 colons. C'est un enfer à ciel ouvert. Sur une route du nord du pays, nous croisons Louis Faubert, un paysan. Il tient à nous montrer Place Nègre, un vaste enclos pour esclaves construit dans la montagne. Aujourd'hui, c'est une ruine impressionnante qui témoigne de la violence d'une époque. C'est là où on était esclaves.
En pile. Mais habiter, mais c'est pas l'autre bord, yo te fin faire toute bagaille, yo habiter l'autre bord, mais là c'est marché esclave. Blanc français qui te fait bagaille ça yo, mais c'est haïtien, c'est nous même. Yo qu'on peut faire esclave. Chez nan rien, boire dans des yo. Et puis vous marchez, c'est la parlanteye, puis la marché vendre, puis on vend l'autre monde pour aller travailler dans le jardin. De nombreux esclaves fuyaient les plantations. Beaucoup ont participé le 14 août 1791 à la cérémonie clandestine du Bois Caïman qui a marqué le début du soulèvement contre l'esclavage et la colonisation. La soif de liberté du peuple haïtien est célébrée chaque année dans cette sombre clairière. Les Haïtiens commémorent cette communion entre homme et Dieu, entre nature et culture, entre temporel et intemporel, qui a donné lieu à ce merveilleux voyage vers la liberté. Ça, ce qui représente pour moi-même et pour tout moi sur la terre, début monde libre pour nous, avec Wakaïman et cette bataille, ils changent face monde là. Ça veut dire, ordre mondial l'a changé. Ordre mondial là, c'est noir, c'est bête des sommes, noir, c'est toute bagaille pour blanc faire l'âge. Nous chance pour nous libre. Et c'est ça que fait nous qui me flambeau vaudou. Parce que vaudou a bail pays à indépendance. Et j'ai tout esclave qui étaient mouru par Mathieu. Nous décidons reconnaissant envers cette nous qui des batailles avec esprit. Et bien nous décidons de continuer montrer vaudou à pas sorcellerie. Vaudou à ses spiritualité. Au lendemain du serment du Bois Caïman, les esclaves prennent les armes. Des plantations sont détruites et des colons massacrés. En quelques mois, la colonie se désagrège. Toussaint Louverture prend la tête de l'insurrection et repousse le corps expéditionnaire envoyé par Napoléon. Les troupes françaises capitulent et le 1er janvier 1804, le général Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti. Le souvenir de cet épisode est précieusement conservé au musée du Panthéon national haïtien, où nous retrouvons Pierre Buteau, ancien ministre de la Culture. 1804, Haïti, c'est l'impensable, c'est l'incroyable. La France ne comprend pas, elle n'accepte pas, et peut-être que globalement le monde occidental ne comprend pas. Seul État indépendant de la Caraïbe à se soustraire de la domination coloniale, Haïti est libre, mais Haïti fait peur. La jeune République devient un État paria sur la scène internationale. Quant aux riches colons français qui ont fui l'île, ils ne baissent pas les bras. Ils veulent récupérer leurs terres et exigent une reconquête de la colonie insurgée. Les premiers chefs d'État haïtiens doivent prévenir un possible retour du colonisateur. Ils fortifient le pays. Tel le vaisseau fantôme, la citadelle de la Ferrière surgit de la brume. C'est le fleuron du système défensif érigé partout sur le territoire pour repousser toute tentative d'évasion. Jean Garry vit au Cap Haïtien. Il se rend régulièrement dans cette forteresse. Pour lui, c'est la 8e merveille du monde.
C'est un fort construit sous les ordres de Dessalines. Ça a fait notre fierté. Là, on est dans le quartier des officiers. Là, vous avez donc tout l'espace logistique, donc cuisine et lavanderie. Pour le nouvel État, le coût humain et financier d'un tel chantier est inestimable. On est dans le dortoir où logeaient près de 2000 soldats, des soldats qui protégeaient le pays. Ce fort, c'est un espace de liberté. Ce fort, c'est un espace d'émancipation, non seulement pour les Haïtiens, mais pour toute l'humanité. La France ne s'est pas résignée. En 1825, 21 ans après l'indépendance d'Haïti, sous la menace d'une armada mouillant dans la rade de Port-au-Prince, la France impose au nouveau président Jean-Pierre Boyer le paiement d'une indemnité de 150 millions de francs or, en échange de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Hélas, ça a été une décision personnelle du président Boyer. Obsédé par cette question de l'indépendance, de la normalisation des relations internationales, qu'il a finalement capitulé, parce que c'est une capitulation. Oui, d'un côté, il faut dénoncer cette France raciste de l'époque, mais il faut aussi dénoncer cette oligarchie haïtienne qui a fait cet accord pour pouvoir continuer son exploitation odieuse de ce peuple en toute tranquillité. La grandiose et douloureuse expérience de la victoire. Jean-Jacques Dessalines, c'est un héros pour tout peuple ayant été colonisé, pour tout peuple ayant souffert. Donc ça, c'est la part grandiose. La part douloureuse, c'est que on vous fait payer cette victoire. Haïti, qui avait conquis sa liberté au prix du sang, doit la payer une seconde fois, mais en espèces. C'est la rançon de la liberté. Alors, pour rembourser la dette, le président Boyer va créer un impôt qui pèsera lourdement sur les masses paysannes, le code rural. Cette nouvelle législation va enchaîner les paysans à leurs terres en leur imposant des cadences élevées pour faire entrer dans les caisses de l'État les ressources indispensables au paiement de la dette. Dans les campagnes, la colère gronde. Ces pratiques ravivent le traumatisme du système colonial et esclavagiste. Aujourd'hui encore, dans la région montagneuse du Dondon, le poids de cette histoire est présent dans les mémoires. Jean Roland répète les gestes immuables des anciens et cultive le café dans le respect de la tradition. Notre tradition en Haïti, avant de travailler, c'est de boire du clairin, c'est de chanter. Je donne ça à toutes les personnes qui participent à la récolte du café et aussi aux saints, aux anges, et les morts, au Goubatala, au Kafou, venez. C'est ce qu'on appelle le combat haïtien. Yo fais moi quoi pour me chien moi. Yo fais moi quoi pour me chien moi. Yo fais moi quoi pour me chien moi dans limonade. Limonade. Yo fais moi quoi pour me chien moi dans limonade. Dans les musées, dans les archives, on voit l'histoire. Mais nous, dans le monde paysan, nous connaissons un peu d'histoire. Le café joue un rôle très important à Dodon parce qu'il contribue à payer les dettes de l'indépendance. Les anciens ont pris des armes pour combattre l'esclavagisme contre le régime Napoléon. Mais je ne sais pas pourquoi que la France a demandé de payer les dettes de l'indépendance.
c'est une révolte anti-esclavagiste. La dette nous a affaiblis. Si la France nous rembourse la dette de l'indépendance, tous les Haïtiens deviennent millionnaires. À cause de la dette, Haïti reste à genoux. Je prends le café dans la coopérative là. Moi-même, je prends l'autre véhicule, je viens joindre. OK. La coopérative offre un débouché et un revenu aux petits producteurs. C'est là que Jean Roland confie son café pour qu'il soit évalué, torréfié, conditionné puis vendu. On est ça, qu'on est à la café à préparer, c'est qu'on est à nos café à mis. Mais comment sentir une cerise, est-ce qu'on est performant ça par rapport à l'année dernière? Oui, parce que nous sommes plus ou moins remplis et nous sommes pas faux. De toute façon, bien content que vous venez commencer ce processus avec nous aujourd'hui dans Katgava. Donc, en tant que membre coopératif, on a essayé de regarder, vérifier le café pour moi. On met la cerise dans l'eau, on prend les flottants. Ce sont des mauvais grains, les grains qui ne sont pas accessibles à la récolte. On reçoit le café des 950 producteurs et productrices. Le café ne pourrait pas changer. La condition de vie des producteurs qui possèdent seulement un demi-hectare de terre. Mais si on fait la diversification, on peut trouver le niam, la banane, les légumes et autres. Après, il faut aider avec l'éducation des enfants. Le matériel de la coopérative est vieillissant. Les routes nécessaires à l'exportation sont impraticables, mais ce ne sont pas les seules difficultés auxquelles les agriculteurs du Dondon doivent faire face. Avec le changement climatique et puis avec les maladies qui rongent le café, ça a vraiment diminué le bénéfice du café. Depuis la fin des années 80, la production annuelle de café a brutalement chuté, passant de 190 tonnes à juste un peu plus de 30 tonnes. Pendant qu'on mange, nous pouvons faire des blagues, nous pouvons tirer compte. Mais après, les cafés maintenant, les mouillés, moi, tout le gens à manger nous. Bon, si ce n'est pas tes petits cafés à Mylène, côté nous t'es. Comme je là, je songe, premier pépinière nous t'ai fait, nous contribuer, nous acheter des terrains au cap, nous faire un petit caille pour nous distraire nous. Demain, c'est les petits nous besoin d'étudier. Je comprends nous très bien, Mylène. Mais j'aime moi pays ça après là. Il n'y a pas un gouvernement qui est stable. Moi, j'aime moi pays ça à venir là. Pays ça presque vient décourager les gens. Puisque nous-mêmes, nous n'avons pas d'autre moyen de revenir. Claudiane cultive aussi du café. Mais les modestes revenus qu'elle en tire sont insuffisants pour nourrir les 12 personnes qui vivent sous son toit. Cacao, ça va encore bon. Je fais un cap paraître. Mais c'est fleurs qui baillent là. Ouais, ça? Les fleurs. Alors, il a fallu diversifier la production. Elle a choisi de se lancer dans le cacao, une culture tout aussi traditionnelle ici que le café. Les hommes, c'est pour les salés. Les hommes. Quand c'est grand qui mien, qu'on y a même retiré comme ça. Retiré. Et puis, vous mettez fermenté. Après avoir séché et concassé le cacao, Claudiane loue le moulin des voisins pour le broyer. Les modes de production et de transformation du cacao restent rudimentaires et chaque étape est une épreuve. Ici, pas une coopérative cacao, vous venez dans le marché,
Moun konon vend ni la kay la yo vin acheter pour yo boire l'école le matin pour bâti moun boire et puis avant ti moun aller l'école et puis avant moun yo avant d'aller dans jardin tout. Après une journée de travail et 1h30 de marche pour se rendre en ville, Claudiane tirera à peine 5 € de la vente de ses petits paquets de cacao. Ce mal-être du monde rural touche plus particulièrement les jeunes. Ils ne sont plus attirés par le travail de la terre qui rapporte si peu. Et puis, il y a peu ou pas de loisirs, pas de commerce, quelques rares bus pour se rendre en ville. Beaucoup échoueront dans les bidonvilles de Port-au-Prince. Certains tenteront leur chance plus loin, en République dominicaine, aux États-Unis ou au Canada. Moi, je crois que les jeunes Haïtiens rêvent de paix, de justice et de bien-être. En réalité, les gens ne demandent pas grand-chose. Ils réclament tout simplement ce qui leur revient de droit. Au début, la danse, c'était un besoin. Je m'exprime quand je suis non seulement en colère, triste, et toutes mes émotions passent par la danse. Je me sens libre. En même temps aussi, il y a une vie. Il y a une vie, il y a des gens qui vivent ici et qui veulent vivre ici. J'en fais partie. Les investissements publics sont négligés, les coupes dans le budget se font ressentir dans tous les secteurs, les hôpitaux ne sont pas épargnés. Le docteur Lebourg est un ami d'Esther. Il vit et travaille à l'hôpital de la Paix de Port-au-Prince. Mais là, c'est là qu'on voit les patients, donc les gens s'asseyent ici, ils attendent, et puis bon, on a les box de consultation. Il faut venir tôt, très tôt. Oui, il faut venir très tôt. Parce que le souci qu'il y a, c'est que c'est quand même beaucoup de patients. C'est beaucoup de patients, mais il n'y a pas trop de médecins. C'est des gens qui viennent pour de vraies urgences. Des blessés par balle, d'un couteau, d'une machette. Bon, ces jours-ci, on a remarqué qu'il y a des plaies par balle qui sont de beaucoup plus gros calibre. Okay, donc ça fait beaucoup plus de dégâts. Pratiquement tous les jours? Pratiquement, on va dire, ces jours-ci, chaque jour. Là encore, c'est des challenges. Et parce que notre service de radiologie est ouvert le matin. Le soir, faute de personnel, on le ferme. On a beaucoup d'ACV à l'hôpital, ça veut dire des patients qui ont eu des strokes. Ils ne peuvent pas faire un scanner, parce qu'on n'a pas de scanner à l'hôpital. Un service de dialyse ici? Non, on n'a pas de service de dialyse. C'est les proches, les parents qui doivent payer pour les soins. Tout ce qui est acheté pour donner des soins, c'est les proches qui l'achètent. Donc c'est pour ça que, quelque part, la qualité des soins va souffrir. Elle est née le 22 août. Elle est en bonne santé. Le docteur a m'aidé. Il m'a sauvé la vie. Le docteur a demandé l'oxygène pour m'aider. C'est un service où on doit avoir de l'énergie de manière constante. Parce que si l'énergie s'en va, les enfants vont mourir. Des salles de plâtre, salles de suture. S'il n'y avait pas eu la dette, très probablement, on aurait investi beaucoup plus dans la santé, il y aurait beaucoup plus d'infrastructures, on aurait beaucoup plus de personnel à être formé et bon, c'est sûr que la qualité des soins serait meilleure. On se dit que la santé, c'est prioritaire. C'est ce que moi, j'aurais aimé penser en tant que médecin. Donc, c'est clair qu'il n'y a pas de budget d'investissement dans la santé. Il n'y a pas assez d'hôpitaux. Il n'y a pas assez de centres de santé. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas pu construire assez. On n'a pas pu investir aussi dans beaucoup plus de personnel.
Et parce que quand vous regardez aussi le salaire d'un médecin, d'une infirmière ou bien de notre personnel de santé, vous comprenez aussi qu'ils s'en aillent. Ils laissent le pays. C'est un combat de chaque jour. J'ai 42 ans, mais je suis encore là. Mais la situation ne donne pas espoir, mais on essaie de garder espoir. C'est un beau pays, ça. Le secteur de la santé est aux abois. Pourtant, on ne compte plus le nombre de médecins qui se sont succédés à la tête de l'État. Le plus célèbre d'entre eux, c'est François Duvalier, qui se présentait comme un petit médecin de campagne au service des plus humbles. Une fois arrivé au pouvoir, il se fait appeler Papa Doc et instaure une dictature. Avec lui vont s'ouvrir 3 décennies de népotisme et de terreur qui achèveront de mettre le pays à genoux. Après la chute de la dictature, les régimes vont se succéder. Mais pour tous, cette histoire de dette de l'indépendance est bien lointaine. Un vieux dossier archivé et oublié. Ça va? France Duval est le rédacteur en chef du Nouvelliste, le grand quotidien haïtien. Son journal a largement couvert cette histoire de dette. Pendant tout le 19e siècle, pendant le 20e siècle, les autorités haïtiennes n'ont jamais remis en question cette affaire de dette. On a payé, on s'est saigné, on a payé, on a fait des emprunts. Cela a entraîné la corruption et tout le monde a accepté le principe de la dette et la charge de la dette. On le mentionnait à l'école, mais de manière à ce qu'on ne s'y attarde pas trop. Il a été réveillé, il faut le dire, par Jean-Bertrand Aristide. Restitution et réparation pour nous, victimes de l'esclavage, il en faut. Nous réclamons au moins la valeur capitalisée pour l'année 2003, soit 21 milliards 685 millions 135 571,48 $ US. Ce jour-là, le pays commémore le bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture. L'opposition accuse Aristide de vouloir détourner l'attention pour ne pas parler des sujets qui fâchent, comme la dérive totalitaire et la corruption. Celui qui se présente comme le défenseur des pauvres n'en a cure. Et pour enfoncer le clou, il organise une vaste campagne médiatique. Je constate que bon nombre d'observateurs, d'historiens, de financiers qui ont étudié la question de la dette ont eu la même estimation. Les Français ont été assez irrités. Et nous apportons à Haïti une aide non négligeable. Et avant d'évoquer des contentieux de cette nature, je ne saurais trop conseiller aux autorités haïtiennes d'être très vigilantes sur, je dirais, la nature de leurs actions et de leur régime. Aristide était-il le mieux placé pour agiter cette question, cette demande de restitution? Ça lui a coûté son fauteuil. En Haïti, le président Aristide a démissionné ce matin. Il a quitté le pays pour une destination incertaine. On parle d'Antigua, dans l'île. Scène de violence et de pillage. Port-au-Prince est aux mains de bandes armées. Personne n'est revenu là-dessus parce que les autorités politiques ont compris que ça coûtait cher de parler de la dette. Mais quelque part dans la tête des Haïtiens, on s'est rappelé qu'il y avait une dette, qu'il y avait une double dette, que cette dette a été pénalisante. Le feuilleton de la dette semble alors terminé. Mais en mai 2015, il connaît un rebondissement inattendu. Lors d'une tournée dans la Caraïbe, François Hollande sidère son auditoire. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Et alors, très vite, les institutions ont réagi. L'Élysée a dit non. Le Quai d'Orsay, on ne comprend pas. Le président. On le voyait un peu perdu, mais comme je vous dis, ça, c'est pas mon problème, ça, c'est le problème des Français. Malheureusement, quand c'était arrivé en Haïti, la dette s'est transformée en dette morale.
Les Haïtiens disent tout de suite, nous ne sommes pas intéressés à la dette morale. On n'a jamais réclamé la dette morale. Et cette photo, je crois, illustre bien ce qui était l'atmosphère pendant cette visite pour dire que la dette morale, on n'en veut pas. Le président français n'a pas seulement suscité un malentendu, il a rappelé un épisode de l'histoire qui n'est pas précisément à la gloire de son pays et qui a été un fardeau pour le développement du jeune État. À quoi ressemblerait Haïti sans cette dette? L'une des évaluations, je pense, qui est correcte, c'est de voir les autres pays de la Caraïbe. Si on intègre le taux de croissance de moyens de ces pays de la Caraïbe, les 150 millions représenteraient quelque chose comme 560 milliards de dollars pour Haïti. La dette a joué un rôle dans ce retard, d'un poids économique certain, et a nui au montage des budgets et a nui surtout à certains investissements à caractère social. Kestner Farrell est économiste. À la radio, il organise régulièrement des programmes sur la dette et sur les conditions nécessaires à sa restitution. Pour monter un bon visage d'un pays d'Haïti, c'est forme de lit. Ce débat, il le prolonge au sein des universités avec ses étudiants en master d'économie. Bienvenue au cours de finances publiques. Aujourd'hui, on va parler de la dette d'Haïti de manière historique. Comment Haïti pourrait récupérer cette dette qui a été vraiment un abus fait à ce pays. Après l'esclavage, on a subi cette double dette. Donc, vous regardez comment on gère notre dette aujourd'hui. Le service de la dette, c'est le premier poste du budget de la République. Ça dépasse l'éducation, ça dépasse la santé, ça dépasse les infrastructures. Donc, chaque fois qu'il y a un déficit budgétaire, les recettes sont inférieures aux dépenses, ce déficit est financé et que nous aurons à repayer les intérêts et l'amortissement, ce n'est pas seulement les intérêts et l'amortissement. Donc, vous voyez, si on ne gère pas cette dette, vous êtes en train d'hypothéquer votre avenir en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que la France pourrait rembourser la dette de l'indépendance de 1825? Bon, ce n'est pas une bataille gagnée d'avance. C'est tout un plaidoyer qu'il faudrait réaliser. Vous avez vu comment, même en France, certaines personnes disaient « on ne savait pas qu'il y avait cette situation ». Haïti pourrait être un pays émergent. Il faut de la discipline. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de la discipline ou une mauvaise gouvernance? Alors que ma question est la suivante. Si on aurait la chance d'obtenir cette restitution, quels seront les principaux secteurs économiques qu'on devrait prioriser? Cette restitution, cette réparation, il faudra qu'il y ait des fonds dédiés particulièrement vers le secteur rural, dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures. Si on met cet argent avec le même processus qu'on a pour le moment, pendant les 10, les 20, 30 dernières années, on aura les mêmes résultats. Donc il nous faudra une équipe avec des attaquants et des défenseurs. Les attaquants, ce sont ceux qui font le plaidoyer. Même en France, avoir un pressing, si on peut utiliser le terme, pour essayer d'avoir l'argent. Il faudra mettre une bonne défense pour que ces fonds-là soient bien alloués, bien gérés. Au tribunal du Cap-Haïtien, le contentieux historique sur la dette prend une tournure plus passionnée. Le barreau local a organisé un procès fictif et symbolique de la dette de l'indépendance. La France est sur le banc des accusés. Nous sommes là pour une simulation de procès de la dette de l'indépendance, puisque cela fait couler beaucoup d'encre pour l'Université libre d'Haïti et a jugé bon de simuler le procès de la dette de l'indépendance. Ça date un peu de longtemps, mais c'est toujours d'actualité. La parole est accordée au ministère public. Haïti, aujourd'hui, où ces femmes et ces hommes ne peuvent pas se subvenir à leurs besoins. Haïti, aujourd'hui, où l'insécurité bat son plein par une forte indemnisation que la France a dû nous imposer, question de reconnaître notre indépendance. Voilà pourquoi nous sommes présents par devant votre honneur pour essayer de dire que la justice soit rendue en faveur de notre cher pays. Dans le procès, la France sera représentée. Quelqu'un plaidera pour la France, un avocat plaidera pour la France. Moi, je plaiderai pour la France, même si il y a le côté théâtral, tout ça, mais il y a le côté éthique, parce que c'est un avocat qui plaidera pour la France et il plaidera sans réserve. Votre neveu demandez pour nous à Haïti, en quelle langue son acte d'indépendance a été écrit. Demandez à une victime en quelle langue
son acte d'indépendance a-t-il été rédigé? Mais qu'est-ce que vient faire cette question ici dans cette affaire? Donc nous vous demandons, au honorable magistrat, de rejeter. Il y a une dette parce que nous avons l'été, nous sommes capables de gagner. Dans cette quête de restitution de cet argent ou bien de cette dette, si vous voulez, eh bien, Haïti doit se faire entendre. Magistrat, s'il faut faire la justice, il faut faire justice à l'histoire. Il faut faire justice à la France, à la grande France, la grande sœur d'Haïti. Honorable magistrat, notre système sanitaire est en état de pitié. Mais qu'est-ce qui en est la cause? Je vous parle, honorable magistrat, du principe du conséquentialisme. Mais tout cela se rapporte à l'indemnité, à la somme forcée, à la rançon que la France nous a exigée, à la rançon, à l'argent que la France nous a extorqué. Il est temps pour que justice soit rendue à Haïti. Il est temps pour que Haïti reprenne son visage d'antan. Il est temps pour que notre cher pays reprenne sa Au-delà de cette histoire de dette et des frustrations qu'elle génère, vous pensez à l'idée et au projet de se libérer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cela habite toujours le peuple haïtien. Refuser d'être esclave, être capable de regarder n'importe qui dans les yeux, ne pas faire de courbettes, tenir tête, être fier de ce que nous sommes, c'est difficile. C'est difficile, mais on y arrivera. On se relèvera, certainement.